La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle, analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. Bienvenue dans Grand Angle, une émission hebdomadaire destinée à décrypter les dynamiques politiques, économiques et sécuritaires qui façonnent l'Afrique. Le numéro d'aujourd'hui est consacré aux élections législatives en France. Nous débattrons en particulier des conséquences éventuelles de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en France sur les relations entre Paris et l'Afrique. Alors le numéro d'aujourd'hui est intitulé « L'extrême droite aux portes du pouvoir en France, quelle relation entre Paris et l'Afrique ?» Pour en parler, il y a avec nous en direct depuis Tunis, Mourad Sellami, journaliste et éditorialiste. Mourad Sellami est aussi un observateur avisé de la scène politique africaine. Bonjour Mourad Sellami, bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour, merci. J'espère que vous allez bien. Merci, très bien. Merci d'avoir honoré, d'avoir accepté notre invitation. Nous serons également accompagnés dans ce numéro dédié aux élections législatives en France par Mokrane Touarabi, responsable de la rubrique politique du quotidien francophone El Watan. Bonjour Mokrane Touarabi. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour à notre confrère tunisien Mourad Sellami. Merci Mokrane Touarabi, merci, la bienvenue à vous tous. Alors la France, en France, la tectonique des plaques électorales a été totalement bouleversée avec l'affaiblissement sans précédent du camp présidentiel et une propagation de l'extrême droite dans toutes les couches de la société et dans tous les départements. Au lendemain du premier tour des élections législatives, c'est-à-dire lundi 1er juillet, les résultats détaillés du scrutin communiqués par le ministère français de l'Intérieur rendent désormais le pouvoir à portée de main de l'extrême droite, une première dans l'histoire de la Ve République. Le Rassemblement national, parti d'extrême droite, et ses alliés arrivent en effet en tête avec 33,15% des voix, soit plus de 10 millions d'électeurs. Le nouveau Front populaire, une coalition constituée de partis de gauche, remporte quant à elle 27,99% des suffrages exprimés, soit un peu moins de 9 millions de voix. Le camp présidentiel récolte quant à lui 20,04% des voix, soit plus de 6,4 millions d'électeurs, tandis que la droite, c'est-à-dire les républicains et les diverses droites, totalise un score de 10,23%. Alors, autre enseignement de ce premier tour des législatives françaises, la participation historique, alors de 66, qui est de 66,71%, soit presque 33 millions de votants. C'est ce qui va bien au-delà des 47,51% des législatives de 2022. Alors, en tout, 39 députés du Rassemblement national et ses alliés sont élus dès le premier tour contre 32 pour le nouveau Front populaire et 2 députés pour la majorité présidentielle. Alors, maintenant, le monde est déjà certain d'une chose. Au moins un Français sur 3 souhaite voir son pays gouverné dans l'immédiat par ce parti d'extrême droite qui est xénophobe et ouvertement anti-musulman. Alors, première question, Mourad Sellami, est-ce que vous vous attendiez à une percée aussi importante de l'extrême droite en France? Comment expliquez-vous cette percée? Au vu déjà des dernières présidentielles de 2022, c'était clair que Marine Le Pen n'est plus la même Marine Le Pen de 2017. D'accord. Déjà, en 2022, elle avait obtenu plus de 40% des suffrages. Les européennes qui se sont déroulées il y a un mois ont annoncé cette percée de l'extrême droite. Oui. Donc, sur le plan
attente, surprise, il n'y a pas de surprise. C'est l'extrême droite est là dans le paysage politique français, dans le paysage social français. Avant, elle était sur certaines régions, maintenant elle est là dans tout le paysage, pratiquement toutes les circonscriptions du deuxième tour, ils sont pratiquement là. Donc 95% des circonscriptions du deuxième tour, ils sont là. Maintenant, est-ce que, vous avez bien dit, elle est aux portes du pouvoir. Oui. Qu'en sera-t-il au lendemain du deuxième tour? Comment va fonctionner ce report de voix? Parce que c'est vrai, il y a près de 200 désistements avant le deuxième tour, notamment au niveau de la gauche, pour contrecarrer une possible majorité absolue pour l'extrême droite. Oui. Les résultats des reports des voix ne sont pas systématiques, c'est-à-dire si un X du Parti socialiste dit qu'il va léguer, qu'il va se désister pour le deuxième tour, ça ne veut pas dire que toutes ces voix vont partir pour la France insoumise. Exactement. C'est pas évident. Mais il est fort probable que l'extrême droite n'aura pas, avec ce taux de désistement, il est fort probable qu'elle n'aura pas de majorité absolue. Oui, parce que le débat aujourd'hui, c'est que tous les sondages donnent le Rassemblement national vainqueur. Maintenant, le débat est de savoir est-ce qu'il aura la majorité absolue ou pas pour gouverner seul. Oui, c'est ça, c'est exactement cette question. Je pense qu'il sera à moins 15, moins 20 sièges, à mon avis, à mon avis, à l'avis des experts que je n'ai cessé de lire ces dernières 48 heures, ils pensent qu'il sera entre 265, 270 sièges. Et donc, tout dépendra de ses capacités à négocier son accès au gouvernement, et il va sûrement obtenir, ne serait-ce qu'en voyant les réactions de certains macronistes hésitant à soutenir le nouveau Front populaire, pour comprendre que c'est même récalcitrant, et à part Ciotti et la droite, il y a d'autres voix dans la droite qui essaient eux aussi, qui ne voient pas de mal eux aussi à composer avec le Front National en contrepartie de quelques restrictions, si j'ose dire, dans le programme du gouvernement. Mais pour le reste, je pense que le Front National sera... vous parlez du Rassemblement national ou... Oui, le Rassemblement national, parce que dans le temps, on l'appelait le Front National. Le Rassemblement national sera normalement au pouvoir juste après le 7 juillet, avec les restrictions que je viens de souligner pour son programme, et comment récolter une majorité absolue avec quelques alliances contre nature, diront certains, mais je pense que les effets d'annonce déjà existants en ce moment le prédiront, le prédisent. Oui, alors le jeu d'alliance prévaudra ou déterminera justement la place de chaque parti dans cette élection législative. Merci beaucoup, Moulad Slami. Moulana Eto Arabi, je vous repose un peu la même question. Est-ce que vous attendiez à une percée, à une victoire aussi large du Rassemblement national en France, le Rassemblement qui est un parti d'extrême droite. Bon, il faut quand même convenir que cette percée intervient dans un contexte où les partis d'extrême droite en Europe, de façon générale, ont été soit proches du pouvoir, ou soit ils ont carrément pris les rênes du pouvoir dans un certain nombre de pays qui étaient
dominée pendant des décennies par des partis classés soit au centre-gauche ou carrément à la gauche du spectre politique européen. Oui, effectivement, si le Parlement européen reste dominé par les centristes et les centres droits pour le moment, donc les partis classiques, les PP, les partis populaires. Voilà, donc mais il y a cette tendance européenne qui n'est pas propre à la France de la montée de l'extrême droite. On l'a vu en Hongrie où le président Viktor Orban est au pouvoir depuis pratiquement 2010. On a vu aussi en Pologne jusqu'à 2023, de 2015 à 2023, la montée au pouvoir du parti de l'extrême droite. On le voit aussi en Italie avec le parti de Giorgia Meloni qui est au pouvoir. Il y a eu aussi en Finlande où également, il y a une percée du parti d'extrême droite qui monte, qui n'est pas à la tête du gouvernement, mais qui fait partie de la coalition gouvernementale. En Suède aussi, on a eu les Pays-Bas il y a une percée de l'extrême droite, même si elle a refusé de siéger, mais elle fait partie de la coalition parlementaire qui soutient le gouvernement actuel. Donc, elle fait partie des centres de décision en Suède. Aux Pays-Bas aussi. En Autriche, il y a aussi une percée de l'extrême droite. Donc, c'est pas propre à la France. Ce qui est particulier par rapport à la France, et qui inquiète un peu en Europe, c'est le fait que la France fait partie des membres fondateurs de l'Union européenne. Elle est la locomotive avec voilà, elle fait partie donc des pays qui sont en première ligne. C'est la locomotive avec l'Allemagne de l'Union européenne. Et là, on risque d'avoir un parti au pouvoir qui n'est pas pro-européen, qui est souverainiste, qui risquerait de remettre en cause certains acquis. Donc il y a cette inquiétude par rapport donc à l'idéologie véhiculée par le Rassemblement national, donc qui à l'origine c'est le Front national et qui n'a jamais changé de matrice idéologique, même si elle a changé de nom. D'ailleurs, Rassemblement national, c'est le nom qu'elle a donné à son groupe parlementaire en 1986. Le Front national en 1986, elle avait un groupe parlementaire qu'elle a appelé Rassemblement national. Donc, il n'est pas sorti de ce carcan idéologique, même si elle a essayé avec un carcan idéologique marqué par l'antisémitisme, l'anti-musulman. On est dans les partis identitaires racistes, xénophobes, islamophobes, particulièrement le Rassemblement national et d'autres forces de l'extrême droite en Europe qui sont foncièrement islamophobes. Donc on est dans cette idéologie populiste aussi. Qu'est-ce qui alimente cette montée de l'extrême droite? Est-ce que ça s'explique par l'économie, par la paupérisation d'un certain nombre de... En fait, l'élément central, c'est le déclin économique qu'on connaît d'une manière globale l'Europe et particulièrement la France, elle est la deuxième économie, mais il y a beaucoup d'injustices et d'inégalités sociales en France qui alimentent la colère et qui poussent certaines franges de la société à aller vers des votes sanctions. En fait, en France, la gouvernance de Macron a été sanctionnée. Tout le monde le dit, bien que... Le relèvement de l'âge de la retraite, etc. Tout ça, ce sont des éléments qui ont joué en défaveur de Macron. Toutes ces réformes, à mon avis, sont dictées par la situation économique de la France. Le relèvement de la retraite, parce que les caisses sociales françaises sont surendettées et il faudrait trouver un moyen de les financer. Alors, Mokhran, il y a eu la crise du Covid, il y a la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine. Tout cela pèse un peu. Quand on voit les sondages en France et d'une manière générale en Europe, on constate que l'élément qui a grevé le budget des familles en Europe et en France en particulier, c'est l'énergie. Donc c'est l'impact de cette guerre en Ukraine et de cette batterie de sanctions décidées par l'Union européenne contre la Russie, dont l'impact économique sur les populations est terrible. Et les populations ne veulent pas que cette situation continue.
Merci, Mqoulane Touarabi. Je reviens à vous, Mourad Slami. Vous êtes en direct, je le rappelle, depuis Tunis. Alors, est-ce que ces législatives en France ont été suivies en Tunisie? Quel est le sentiment général qui se dégage en Tunisie? Le sentiment, c'est que la présidence Macron, qui son deuxième mandat en ce moment-là, c'est l'usure du pouvoir. Les relations de la France avec la Tunisie ces dernières années n'ont pas été roses, loin de là. Il y a eu les restrictions sur les visas. Effectivement, il y a des restrictions sur les visas. Il y a des restrictions même. Il y a une certaine un certain allô. Oui, on vous entend. Vous êtes avec nous. D'accord. Il y a un certain interventionnisme français que les Tunisiens perçoivent mal. Oui. Donc, en quelque sorte, les Tunisiens, la classe qui s'intéresse à la politique française, la France qui s'intéresse à la politique française, dit voir venir cela. D'ailleurs, cette explication de la venue de l'extrême droite, c'est vrai que tout ce que vient de dire notre ami est correct, que vous venez de dire vous aussi. Mais il y a par ça une autre logique. La droite et la gauche, en France, ont régulièrement fait de l'alternance au pouvoir, sans jamais satisfaire ce bon peuple qui est à la merci de cette classe politique. En quelque sorte, les Français sont en train de dire, on va essayer une autre gamme, un autre mode de pouvoir qui grignote de petit à petit. D'ailleurs, la montée de l'extrême droite m'a rappelé la venue de Mitterrand au pouvoir. Il a passé il s'est présenté 6 fois, c'est à la 7e qu'il a gagné président. Donc du coup, là, je sens que l'extrême droite française, encouragée et disons emmenée par cette vague souverainiste à l'échelle européenne et même planétaire, du moment que on ne peut pas écarter même la Russie et la Chine de cette logique souverainiste, du moment que ces régimes ne sont pas si ouverts et ne traduisent pas vraiment la volonté disons très claire de leur peuple. Donc du coup, je pense que ça traduit, cette montée traduit ce désir de changement chez le votant français, du moment que, puisque un Français sur 3 vote déjà le Front National, c'est très important, 1 sur 3, Raoul. 33%, obtenir 33%, c'est quasiment une majorité sur le plan... Bien sûr, mais en tout cas, vous confirmez qu'en Tunisie, les gens ont quand même suivi l'événement, puisque vu la densité des rapports, des relations qui existent entre la Tunisie et la France, moi je parle surtout de la présence aussi tunisienne en France. Il n'y a probablement pas une famille en Tunisie qui n'a pas un parent installé en France. Donc je suppose qu'ils ont suivi parce qu'ils sont inquiets aussi de voir ce pays-là dirigé par un parti qui est foncièrement anti-émigré, islamophobe, xénophobe, etc. Oui, bien sûr. Je pense que trois unes de nos quotidiens, 2 arabophones et un francophone, qui ont titré sur les résultats des élections françaises en grande première, en grande une. Oui, bien sûr, les Tunisiens. Mais le journal télévisé en a parlé. Bien sûr, les Tunisiens s'intéressent beaucoup à ce qui se passe en France, de part, pas uniquement par l'inquiétude concernant leurs citoyens en France, mais aussi par intérêt à
à ce que deviendrait la politique française, la politique étrangère française, la politique française en général, d'ailleurs, aussi bien en Tunisie qu'en Algérie, en Afrique du Nord et en Afrique aussi. Exactement. Merci beaucoup, Mourad Sellami. Alors, nous allons poursuivre ce débat extrêmement intéressant juste après une petite pause musicale. Afrique FM, l'écho vibrant de l'Afrique où chaque onde porte le souffle de notre continent en mouvement. Afrique FM, la voix africaine. Par onde FM 98.4 depuis Tamanrasset, 105.6 et 88.9 depuis Alger, 93.2 depuis Constantine et 88.9 depuis l'ouest algérien Oran. Afrique FM, la voix africaine. Rebonjour à vous, chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. Alors, nous reprenons le débat là où nous l'avions laissé. Mourad Sellami. Alors, notre ami, confrère Mourad Sellami de Tunisie confirme qu'effectivement ces élections ont été suivies en Tunisie, effectivement, au vu de la densité des relations qui existent entre la Tunisie et la France. Il y a une forte communauté tunisienne en France, donc il est tout à fait normal que la presse tunisienne, que l'opinion tunisienne s'intéresse à ce qui se passe dans ce pays. Bon, je suppose que c'est la même chose en Algérie, c'est la même chose au Maroc, c'est la même chose en Mauritanie, au Mali. Alors, maintenant, concentrons-nous sur le Maghreb. Alors, bon, on annonce l'arrivée au pouvoir, ou du moins on s'attend à ce que le Rassemblement national prenne les rênes du pouvoir dans un peu plus d'une semaine, au terme du deuxième tour des législatives. Alors, c'est un parti qui est xénophobe, islamophobe. Il promet de supprimer le droit à la double nationalité, le droit du sol. On promet presque aussi d'expulser à tour de bras des Maghrébins en situation irrégulière en France. Bref, ce parti annonce des relations extrêmement tendues avec les pays du Maghreb et avec certains pays africains. Alors, quelles sont les conséquences pour nous, pour l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Afrique, le Sahel, au cas où ce gouvernement, au cas où le Rassemblement national arriverait au pouvoir? Est-ce qu'il ira au fond de sa logique? Est-ce qu'il fera preuve d'intelligence politique? Parce que bon, la France a aussi beaucoup d'intérêt dans la région. Comment pensez-vous que les choses vont évoluer, Mourad Sellami? À mon avis, comme tous les partis de l'extrême droite européen, le Rassemblement national, une fois il accède au pouvoir, il sera confronté à la réalité de la gouvernance qui est si complexe pour qu'elle soit une traduction d'un programme, d'un discours politique qu'il prend depuis des décennies. La France aujourd'hui, dans le contexte européen et dans le contexte régional et international, ne peut pas se permettre de créer un front avec des pays africains, avec le continent africain qui est aujourd'hui courtisé de par toutes les puissances, de grands acteurs, oui, internationaux, du monde. Et puis l'Algérie reste quand même le premier fournisseur de gaz de l'Europe du Sud. Tout à fait. Et de la France. Vous savez que la France, les exportations algériennes vers la France ont augmenté de plus de 50% l'année dernière. Et essentiellement, c'est des produits énergétiques. Avec ce qui se passe aujourd'hui en Europe, la crise entre l'Europe et la Russie et l'arrêt de l'alimentation en hydrocarbures russes de l'Europe, les pays européens, notamment ceux de la rive sud de la Méditerranée, se retrouvent dépendants des énergies africaines. D'ailleurs, le débat aujourd'hui en Europe, c'est justement est orienté vers l'Afrique comme un nouveau acteur majeur gazier, notamment parce que beaucoup de découvertes ont été faites dans des pays qui n'étaient pas des pays producteurs de gaz. Le Rassemblement national, le discours qu'il prend aujourd'hui est un discours
qui est difficile à mettre en pratique, que ce soit sur les questions internationales ou les questions nationales. Oui. Renvoyer les immigrés qui sont en France est tout simplement ridicule, économiquement non viable. Oui. Et politiquement difficile à concrétiser, parce que même les immigrés illégaux, pour les renvoyer, il y a des procédures, il y a des textes réglementaires, il y a le droit international qui intervient et qui préserve la dignité humaine de ces personnes, mais aussi il y a aussi des accords qui doivent être signés avec les pays d'origine. Si on est en bon terme avec les pays africains, on peut trouver des accords qui arrangeraient les deux parties sur la question migratoire. Oui. Bien évidemment, qui préserveraient les intérêts des uns et des autres. Mais si on va vers l'affrontement, c'est la France qui sera perdante, contrairement à ce que certains véhiculent que l'Afrique sera perdante. Moi, à mon avis, aujourd'hui, l'Afrique, elle est dans une trajectoire assez particulière de diversification de partenaires, de tissage de nouvelles relations avec des puissances, de grandes puissances, mais aussi des puissances émergentes qui peuvent offrir à l'Afrique ce que offrait jadis l'Europe. En termes de besoins technologiques, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'acteurs non européens qui deviennent des fournisseurs de l'Afrique. En tête, vous avez cité la Chine. Le Rassemblement national qui est pour le moment, s'il gagne cette élection au deuxième tour, ne pourrait être que à la tête du gouvernement. C'est un autre élément pour le moment, donc qui fait que le Rassemblement national n'aurait pas toute la possibilité de diriger ou de donner une nouvelle orientation à la politique étrangère, puisque le président restera le président actuel, qui est centre-droite. Donc on connaît sa politique étrangère, elle est mise en œuvre depuis 7 ans. Il sera difficile de donner une nouvelle orientation à cette politique étrangère. En même temps, quand on voit en Italie ce qui se passe en Italie, on ne va pas citer Giorgia Meloni, on voit qu'elle est qui fait preuve de réalisme politique. Elle fait preuve du réalisme politique, mais en même temps, elle est rattrapée par le maire du réel. Oui. Elle a essayé de vendre sa façon de gérer l'immigration, mais elle est confrontée à des résistances, à des mécontentements, à des refus de certains pays qui ne veulent pas adhérer à sa vision, qui demandent à discuter d'une vision et pas de mettre en pratique la vision prônée par la dirigeante italienne. Ça serait la même chose pour le Rassemblement national, pour la France. Les pays africains ne vont pas se laisser faire sur ce dossier, et même l'Union européenne, d'une manière générale, qui est liée avec plusieurs pays africains avec des accords d'association. Elle sera confrontée à la réalité même de ces accords d'association qui, d'un côté, ils prennent la libre circulation des marchandises, de l'autre côté, ils bloquent la circulation des personnes. Aujourd'hui, dans la conjoncture actuelle, qui est en défaveur des pays européens, par rapport à l'Afrique, encore une fois, qui est courtisée pour ses terres rares, pour son énergie, pour le fait qu'elle est aujourd'hui le moteur de la croissance mondiale. Elle est un grand marché, un immense marché, ainsi de suite. Donc, les partis de l'extrême droite, d'une manière générale, et le Rassemblement national en France en particulier, seront confrontés à la réalité de la gouvernance. Allez, merci beaucoup, Moukran Aïtouarabi. Mourad Slami, est-ce que vous êtes d'accord avec les arguments ou les arguments que vient de développer Moukran Aïtouarabi? Est-ce que vous pensez qu'une fois au pouvoir, le Rassemblement national sera confronté à une réalité qui fera qu'il sera obligé de revoir un peu ses ambitions à l'international? Oui, en effet, les expériences de
quasiment toutes les extrêmes droites européennes qui sont passées au pouvoir ont montré qu'ils sont montés par une usure de la gouvernance de leurs opposants, en l'occurrence Macron pour le cas de la France. Donc il y a l'usure, les problèmes créés et compliqués sous la gouvernance de Macron, la guerre d'Ukraine, la Covid, etc. Il y a eu plein de facteurs qui ont influencé sur la population locale. D'ailleurs, cette montée de l'extrême droite s'explique entre autres par ces crises-là. Et du coup, lorsqu'on se trouve au pouvoir, on constate qu'on n'a pas vraiment des baguettes magiques pour changer l'état réel de l'économie, surtout parce que les populations qui ont voté ont voté surtout par rapport à une situation économique sévère qu'ils vivent. Donc, surtout quand les promesses sont irréalisables. Voilà, quand les promesses sont réalisables. Mais justement, Mourad Slamy, justement, alors l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite en France intervient déjà à la suite d'une autre séquence, une séquence durant laquelle les relations entre les pays maghrébins et la France étaient déjà très tendues. Et est-ce que vous pensez déjà que le Maghreb s'est préparé, si vous voulez, à l'éventualité de l'arrivée de l'extrême au pouvoir? Le Maghreb commence à apprendre aussi à composer et à faire sans la France. Il s'est rapproché de la Chine, il s'est rapproché de la Turquie, il a d'autres partenaires économiques comme l'a dit Mkhitaryan. Donc même si demain il y a les relations entre le Maghreb et la France venaient à se dégrader davantage, mais de toute manière, le Maghreb apprend à vivre sans la France et il se tourne déjà vers d'autres partenaires. Mais ce que vous dites là, c'est un frein pour Marine Le Pen et son Rassemblement national, pas pour les pays du Maghreb. Effectivement, les pays du Maghreb, finalement, ont des alternatives. C'est plutôt la France qui n'a pas d'alternative par rapport aux pays du Maghreb et par rapport à l'Afrique. La France vit une crise très aiguë dans les pays subsahariens. Tout le monde le sait. Le Mali, le Niger, le Burkina et même le Sénégal, finalement, qui est quand même c'est l'enfant doux de l'Afrique. Exactement, qui commence à prendre son autonomie. Oui, n'empêche, les nouveaux gouvernants du Sénégal ont déjà, disons, donné un autre temps de la relation qu'ils veulent avec la France. Exactement. Donc c'est la France et c'est le Rassemblement national qui doit être sur ses gardes lors de sa venue au pouvoir, c'est-à-dire entre nous, il ne vient pas au bon moment, il ne va pas essayer le pouvoir au bon moment. C'est vrai. D'ailleurs, certains disent que la décision de Macron de dissoudre le Parlement était une tactique pour les mettre au pouvoir dans une situation très difficile, très compliquée, pour qu'ils n'arrivent pas à, disons, à réussir ce que lui et son clan n'ont pas réussi. Merci beaucoup, Mourad Slamy. Alors, il nous reste juste une petite poignée de minutes. Alors, ça me donne juste le temps de poser une dernière question à Mkhitaryan Eto'o-Arabi, toujours dans le prolongement de ce que vient de dire notre ami et confrère Mourad Slamy en direct depuis Tunis. Alors, est-ce que finalement, est-ce que vous pensez que la France peut se permettre, même avec un gouvernement d'extrême droite, d'avoir des relations dégradées avec la France? Alors, je rappelle que l'arrivée du RN au pouvoir en France intervient dans un contexte où déjà l'image de la France en Afrique est particulièrement est très écornée. Tout à fait. En fait, le Rassemblement national, comme l'a dit notre ami Mourad Slamy, risque de prendre justement le pouvoir dans une conjoncture extrêmement difficile pour la France.
en Afrique particulièrement, sur le plan interne et en Afrique. Pourquoi? Parce que la France, elle est en déclin, elle est rejetée en Afrique. La politique française en Afrique, elle est dénoncée publiquement par des dirigeants africains, c'est pas par uniquement les populations. On a vu les changements qui se sont produits dans des pays du Sahel comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Centrafrique. Et aussi des changements de temps au Tchad, notamment. Et au Sénégal, avec le nouveau gouvernement panafricaniste. Au Tchad, il s'est rapproché des Russes. Il s'est rapproché, donc il y a une volonté de diversifier, de dire à la France, il n'y a pas que vous, on a d'autres alternatives. Donc aujourd'hui, la France, elle essaye un tant soit peu de préserver ce qui lui reste comme intérêt en Afrique, mais ça va être un jeu très difficile. Et c'est pas avec une politique ou un programme d'extrême droite comme celui du Rassemblement national que nous allons remettre sur les rails les relations avec l'Afrique. D'ailleurs, le Rassemblement national sait que l'Afrique est importante pour la France et il a tenté dans son discours jusqu'à maintenant d'éviter d'aborder cette question pour ne pas aller sur un terrain qui va froisser les dirigeants africains. Les dernières propositions par rapport à l'Afrique, quand on voit remontent donc au 13 avril 2022. Lors d'une conférence de presse de Marine Le Pen, qui a évoqué un projet Union francophone. Voilà. Et en plus, je rappelle jusqu'à maintenant, c'est flou. Qu'est-ce qu'il propose? Je retiens juste il y a une sorte de flottement sur la question. Je retiens que Marine Le Pen elle-même a qualifié plusieurs pays africains. Je cite Sénégal, Niger, Gabon, Guinée, Tchad. 2 pays historiquement amis. Donc, au fait, elle est en train un appel du pied. Un appel du pied pour certains pays africains. Le Rassemblement national aura beaucoup de difficultés à travailler avec les pays du Maghreb. Pourquoi? Parce qu'il est foncièrement islamophobe. C'est la matrice principale de ce parti. Mais en même temps, ce sont des partenaires économiques importants de la France. Mais quand ils sont confrontés aux dirigeants de la région qui seront certainement intransigeants sur beaucoup de questions et ils seront amenés à négocier avec... pourquoi? Parce que on revient à la réalité économique à laquelle on ne peut pas échapper. Exactement. Je rappelle d'ailleurs à titre d'exemple que les échanges économiques entre la France et l'Afrique subsaharienne, c'est quand même 24 milliards de dollars. Tout à fait. Est-ce que la France peut se permettre aujourd'hui de perdre autant d'argent, alors soit avec le Maghreb, l'Afrique subsaharienne ou les pays du Sahel? Là, je pense que la réponse est très facile à trouver. Alors, merci à vous deux pour votre gentillesse. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Ifriqiya FM. Je rappelle que Mourad Sellami, journaliste et chroniqueur et éditorialiste, était en direct depuis Tunis. Mokrane Touarabi, chef de la rubrique politique du quotidien Al-Watan, était en direct depuis les studios d'Ifriqiya FM. Vous l'aurez compris, chers amis auditrices et auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Grand Angle. En attendant, vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. Elle a été réalisée par Khaled. À la console technique, il y avait Yassine Lagab et Hakim. Nos remerciements vont également au service multimédia d'Ifriqiya FM qui travaille tous les jours d'arrache-pied pour être à la hauteur de vos attentes. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM et au revoir.